surprise. Sébastien Lecornu a annoncé une note en urgence du directeur de la Sécurité sociale. Enfin, ces chiffres, on les connaît depuis belle lurette. On n'a pas attendu hier, j'espère, pour savoir de combien dériverait le budget de la Sécu si on ne votait pas le texte. Très justement, Raphaël, on était vraiment dans le numéro de claquette et un peu la dramatisation à outrance sûrement. Oui. Un rappel à l'ordre aussi. Et puis, il y a quand même un jeu politique derrière, puisque l'argument de ne pas aujourd'hui sortir le 49.3 sur lequel il y a plus en plus de pression politique en disant et faudra peut-être l'utiliser finalement. Oui. L'appel de Gérard Larcher notamment dans le Figaro. J'allais dire finalement quelque part Sébastien Lecornu reste pour l'instant droit dans ses bottes par rapport à sa stratégie depuis le début en disant il n'y aura pas de 49.3. Donc cette dramatisation au-delà de ça, l'objet c'était de remettre la pression sur les députés en disant finalement la balle est dans votre camp. Finalement une opération qui a pas si mal marché quand on voit ce qui est arrivé après dans la soirée sur la CSG, où il y a eu un compromis qui est vu comme un petit signal positif. Alors on rappelle le compromis, on devait avoir 3 milliards de hausse de la CSG sur les revenus du capital, c'est 1,5 milliard, un des totems du Parti Socialiste que refusait la droite. On a coupé l'apport en deux, c'est 1,5 milliard au lieu de 3 milliards. Du coup la droite a l'impression d'avoir gagné et ça passe pour la gauche. Voilà, un compromis. Voilà, donc alors est-ce que, j'allais dire, l'échantillon CSG est représentatif de ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est-à-dire un petit moment comme ça de compromis et surtout finalement de silence, parce que la CSG est passée parce que certains groupes se sont retirés et se sont abstenus en profondeur. C'est toute la dramaturgie sur laquelle on assiste. Après, sur le fond, on le redit dans cette excellente émission, c'est que le spectacle est navrant. Oui, c'est des hausses d'impôts au final et moins de dépenses, et moins d'économies, aussi, Philippe Mutrici, parce qu'on revient aussi sur le doublement des franchises médicales. Est-ce que c'est une mesure raisonnable ? Non, c'est pas une mesure raisonnable. Donc, il faut faire la part des choses entre ce que vient d'expliquer Ludovic, qui est un compromis politique, pour essayer de mettre chacun dans ses responsabilités. Donc, ok, je l'entends. Mais sur le fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un budget de la sécurité sociale qui va être en déficit, entre 20, 30 milliards, une année de plus. Donc, qui va payer ? Qui va payer... Sans crise particulière, hein. Enfin, on est quand même en mode automatique, à 30 milliards, 20 à 30 milliards de déficit. Et avec une impossibilité de s'entendre sur une baisse des dépenses. Alors, c'est déjà bien de trouver des compromis sur les recettes, on va dire. C'est le début. Peut-être qu'ensuite, on aura des compromis sur les dépenses. Mais ça veut dire que, quand je dis qui va payer, c'est les générations futures. Donc, c'est très bien décrit dans le livre de Nicolas Dufour sur l'histoire de la dette. Donc, ça fait 40 ans que ça dure. Et sur les 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, il y en a 2 000 milliards qui sont des dépenses sociales financées à crédit. Donc, le système tient. Pourquoi ? Parce que la France a une économie encore solide, que les marchés nous prêtent. Alors, à des taux de plus en plus élevés. D'ailleurs, ce qui est valable pour la sécurité sociale est aussi valable pour le déficit de l'État. Les deux déficits se cumulent, donc entraînant une hausse des taux d'intérêt progressivement sur les marchés, un spread qui augmente avec les Allemands. Alors, tout ceci, il y a beaucoup de morphine. On ne protégé par l'euro. Du jour au lendemain, on n'a pas vraiment de différence. Donc, les 20 milliards, là, les Français vont se réveiller peut-être le 1er janvier en se disant finalement, on n'a pas si mal que ça. On a 25 milliards de déficit et la vie continue. Et c'est vrai. Pour autant, si on prend un petit peu de recul, c'est quand même pas un bon signal. Mon deuxième remarque, ce serait de dire qu'il y a eu deux grandes périodes dans l'histoire de la dette sociale, je dirais de la sécurité sociale. Il y a eu une première période où c'était exclusivement géré par les partenaires sociaux. Et ça, Alors, il y a eu des modifications législatives. Jusqu'au plan Juppé de 95. Voilà. Progressivement, l'État a pris la main, mais la grande rupture, c'est pour ça que je dis qu'il y a 2 temps. Il y a l'avant Juppé et l'après Juppé. Avant Juppé, au moment de Juppé, on s'est dit, mais finalement, ces partenaires sociaux ne sont pas responsables. Il y avait déjà des déficits de la sécurité sociale à l'époque. On n'arrive pas à réguler les dépenses. Les syndicats ne pensent qu'à la préservation des avantages acquis, etc., etc., etc. Du coup, l'État a dit, nous, on est plus sérieux, on va reprendre la gestion. Mais on regarde 30 ans après et on se rend compte que cette deuxième phase où l'État, qui était censé être plus sérieux, reprendre la gestion, finalement, ça n'a pas marché. Oui, c'est presque pire, même d'ailleurs, Anthony Morlet. Une question quand même. On a effectivement vu Sébastien Lecornu mettre une pression très forte sur les députés en disant c'est votre responsabilité, à vous, parlementaires. Mais la vérité de la technique budgétaire dans le cadre du PLFSS,
c'est que c'est d'abord et avant tout d'irréglementaire, la gestion des dépenses d'assurance maladie, et que c'est donc de la responsabilité du Premier ministre. Alors, il y a un jeu politique qui est assez clair. Enfin, il cherche d'abord à ne pas utiliser le 49.3, mais il sait très bien que c'est son arme en dernier recours, si finalement il avait... Il a mis du capital politique, il a vraiment fait répéter la promesse qu'il ne l'utiliserait pas. Oui, mais sachant qu'il sait qu'a priori, il ne serait pas censuré en tout état de cause pour l'instant, donc a priori, on pourrait y arriver. C'est pas ce qu'il souhaite, mais il voit bien que c'est la voie qu'il pourrait emprunter si véritablement il n'y a pas de majorité relative. Ce qui est plus inquiétant, et c'est là où je trouve qu'il ne dramatise pas tant que ça, c'est qu'au fond, on voit bien qu'en l'absence de mesures de freinage, donc en l'absence de budget, on a quand même une dérive très claire des comptes de la sécurité sociale. C'est 10 milliards par an si on ne fait rien. Oui, et plus largement, on a un sujet en France, quand on parle de conciliation budgétaire. Oui, on doit faire des économies. Mais plus largement, on doit parvenir à contenir la hausse de la dépense publique pour qu'elle soit en ligne avec les ressources, c'est-à-dire en gros le PIB. Et on voit bien que quand on fait des estimations, on a une dépense publique en volume qui, tendanciellement, pour reprendre le vocabulaire de Bercy, augmente 0,2 points de PIB en volume au-dessus de la croissance potentielle. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'à long terme, si on ne fait pas d'efforts pour parvenir à corseter davantage la dépense publique, si elle n'est pas tenue, il y a une dérive spontanée. Et ça, pour le coup, c'est très inquiétant. Et c'est un petit peu ce que dit la note. On parle d'une année seulement. Mais au fond, c'est un petit peu l'histoire française. C'est qu'en l'absence de mesures de freinage, on n'y arrive pas. Donc, il faut quand même revoir la manière dont sont fixées les dépenses, dont sont fixées aussi les recettes. Mais on a surtout un sujet du côté des dépenses, encore une fois, qui sont non maîtrisées. Qu'est-ce qui se passe si on ne vote pas le PLFSS, Ludovic ? Quels sont les scénarios ? Il y a le scénario 49.3, il y a un scénario de risque politique, mais j'allais dire, c'est au-delà de ce scénario, et c'est peut-être, j'entends les propos de Philippe et Anthony, et je suis pleinement d'accord, c'est le scénario assez désastreux dans lequel on est. On a l'impression qu'avoir un budget est devenu un objectif en soi, peu importe le budget. Ah bah oui. Non, mais exactement. en fait, mais c'est le résultat d'une tripartition de l'Assemblée nationale. Le 9 décembre au soir, si le PLFSS est voté, on a l'impression que c'est une forme de victoire. Oui. Youhou, on a voté, on a réussi, on a fait du déficit. Sans qu'on regarde à quel prix d'ailleurs. Hein, non, mais vraiment bravo. Vraiment, c'est collectivement bravo. Donc rien ne va. En fait, non mais rien ne va. C'est-à-dire que il y a quand même un déphasage de l'ensemble des classes politiques. Alors là, vraiment, honnêtement, j'en trouve pas un pour récupérer l'autre. Où sont les adultes dans la salle ? Ouais, non mais vraiment, et ce jeu-là qui se répète et qu'on voit venir, honnêtement, c'est-à-dire juste de dire la victoire, c'est d'arriver à voter un budget qui ne tient pas la route, qui ne prépare pas l'avenir et qui nous emmène sur une séquence tout aussi désastreuse probablement dans un an à quelques mois de la présidentielle, on va pas se mentir. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, la France va continuer ce régime de dérive et le fait de ne pas endiguer des mots MAUX qui sont profonds et sur lesquels d'autres pays ont su réagir. Donc c'est le piège dans lequel on est tombé. C'est le piège que les agences de notation d'ailleurs appuient de plus en plus sur la France dans leurs notes, qui accompagnent les dégradations en disant en fait, ok, peut-être qu'il y aura un budget, pas de budget, mais en fait, surtout, il n'y aura pas de cap. Il n'y aura pas de réforme structurelle, il n'y aura pas de choix en profondeur. Et tout ceci risque d'avoir un prix politique très lourd à venir à la présidentielle, parce que, je le pense, je le redis, je pense que la majorité des citoyens se rendent compte que ce qui est décidé, voté, n'est pas fait par des gens qui sont dans le professionnalisme honnêtement économique. Et c'est un gros souci. On va avoir un vote, vous pensez ou pas ? Je prends les paris là, autour de la table pour le PLFSS. Oui, alors c'est vraiment un pari sous forme de jeu, parce que j'en ai strictement aucune idée. Mais je dirais plutôt oui. Je dirais plutôt oui, parce que... Paris symbolique, on ne met rien sur la table, je vous rassure. Voilà, il y a eu des avancées hier soir. Oui. Et le compromis que vous avez signalé, effectivement, est un compromis intéressant. Je ne sais pas qui va voter vraiment contre. Je pense surtout que ça va être un budget... Édouard Philippe, notamment, Horizon, a dit qu'il voterait contre, même si ça tangue au sein de son groupe et que tout le monde n'est pas sur la ligne. Peut-être qu'on aura un député qui votera pour et 576 qui vont s'abstenir. Donc ça pourrait être une adoption par défaut. Mais on en est presque là. Mais je pense qu'au-delà de la séquence politique, il y a des conséquences évidemment sur la sécurité sociale s'il n'y a pas de budget voté. Il y a une note qui est sortie hier, qui est assez technique, qui montre que l'absence de budget voté a quand même un effet de désorganisation assez profond sur on peut rappeler. Le système. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire confiance aussi à l'ensemble de l'État, aux fonctionnaires pour trouver des solutions, éventuellement voter des bouts de loi, etc., comme ça peut se faire pour la loi de finances, même si le régime est différent de la loi de finances.
Mais c'est pas ça le plus grave, à mon avis. Le plus grave, c'est que on est aujourd'hui dans une situation néo-ricardienne. Alors, qu'est-ce que c'est une situation néo-ricardienne sous le contrôle des économistes autour de la table? C'est une situation dans laquelle tout supplément de dépenses publiques, tout approfondissement du déficit, ne se traduit pas par un surcroît de consommation. Donc, en clair, la quasi-totalité va en épargne. Et pourquoi? Et c'est vrai du côté des agents ménages, et c'est vrai du côté des agents entreprises. Et pourquoi? La raison est simple, c'est que nous tous, on sait bien qu'un jour, soit il faudra augmenter les impôts, mais beaucoup plus qu'1 milliard ou 2, et pas simplement sur les plus hauts patrimoines. C'est déjà 25 milliards d'euros cette année, les hausses d'impôts. Il faudra bien augmenter les impôts, mais les impôts qui touchent tous les ménages. Ça veut dire TVA, ça veut dire impôt sur le revenu, etc. De l'autre côté, il faudra bien un jour ou l'autre geler des pensions, ou revoir, peut-être pas les geler en totalité, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas faire des mesures d'économie, payer plus cher pour la médecine, payer plus cher pour un certain nombre de choses. Et donc, ce que font les ménages en situation néo-ricardienne, c'est qu'ils mettent de l'argent de côté en prévision des impôts futurs. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que, donc, évidemment, ça freine la consommation. On le voit dans les chiffres de croissance. La contribution de la consommation à la croissance, elle est historiquement faible sur l'année 2025. L'année 2025, elle est tirée par la reconstitution des stocks et au troisième trimestre par des exports. Oui. L'investissement de l'entreprise aussi corrige à la baisse. On a un excellent baromètre ensemble avec Rexecode, dans lequel on a une mesure de l'impact de la décision de François Bayrou d'annoncer son vote de confiance. Et les chefs d'entreprise qui étaient à 50% très inquiets avant, enfin ceux qui ont répondu avant cette annonce, 50%, ceux qui répondent après, 67%. Oui. Et donc cette absence de budget, on voit qu'elle pèse sur l'ensemble des décisions des agents économiques. C'est ça la situation néo-ricardienne. Et sur l'investissement, ça corrige très fort aussi, parce que les chefs d'entreprise qui avaient répondu avant le 25 août prévoyaient de maintenir leurs investissements à 24%. À 40%, et après le 25 août, ça n'est plus que 24%. Voilà, donc tout cette... je dirais, il n'y a pas que l'enjeu du vote de la loi lui-même, il n'y a pas que l'enjeu politique, il n'y a pas que est-ce que la Sécu va fonctionner au 1er janvier, il y a aussi l'ensemble de l'économie qui s'arrête progressivement dans l'attente des vraies décisions. Les vraies décisions, il faudra bien qu'elles arrivent. Et puis tout le bruit de fond autour des hausses d'impôts qu'on entend depuis le mois de septembre. Parce que si je résume les propos de Philippe Nutrici, Anthony, c'est il faut s'attendre à une baisse de l'investissement majeur et de la consommation dans les mois qui viennent. Je suis presque entièrement d'accord. Et volontairement, je vais essayer de nuancer un tout petit peu. On a le droit de ne pas être d'accord. Déjà, est-ce que le PLFSS va être voté? J'aurais tendance à penser que oui. Néanmoins, même s'il n'est pas voté, on sent qu'il peut y avoir une adoption, déjà, tentative par 49.3. Volontaire ou contrainte? Volontaire ou contrainte, et puis sinon ça pourrait être, la continuité peut être assurée par décret, par ordonnance. On n'est pas complètement au bout de l'histoire, même si c'est assez inédit, mais il est peu probable qu'on aille vers un scénario catastrophe. Néanmoins, sur la partie en revanche équilibre des finances publiques, là c'est un autre sujet. Donc ça c'est assez inquiétant si on ne parvient pas effectivement à un vote. Qu'est-ce qu'on voit en revanche sur l'effet de l'incertitude sur l'activité économique? Là, je pense que les économistes dont j'ai fait partie, et dont on a collectivement fait partie, ont surjoué un petit peu l'impact de l'incertitude sur la croissance, sur l'activité. C'est intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé, ça, quand même. Tout à fait. Et en réalité, je pense qu'un mauvais budget est bien plus délétère, notamment à long terme, puisqu'il attenterait à la compétitivité des entreprises, qu'au fond, de devoir gérer un attentisme prolongé. Pourquoi? On voit quand même assez bien que même dans une période de flou, les entreprises ont su... Mais la croissance tient, 0,5 au troisième trimestre, l'emploi tient. On va faire plus 0,9% de croissance du PIB cette année, personne ne l'anticipait quand même. C'est au-dessus des prévisions gouvernementales, et l'année prochaine, on devrait peu ou prou faire la croissance potentielle, c'est-à-dire autour de 1. Ça montre bien que ce n'est pas la panacée, mais qu'on n'est pas dans une situation où l'absence de budget ou en tout cas une incertitude très forte gèle complètement ou met l'activité à l'arrêt. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. C'est un budget à tout prix, comme disait Ludovic, je pense que c'est quand même une très mauvaise idée, surtout si on en vient à des mesures qui, encore une fois, pénaliseraient durablement la compétitivité, parce que le contexte de concurrence internationale tel qu'on le voit et tel qu'il est, il est perçu et analysé, est quand même très dégradé aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas aller vers des mesures qui, là, pour le coup, abîmeraient l'outil de production dans la durée. Et donc tout ce qui est taxation de l'outil de production, à la fois du travail et du capital, est quand même une très mauvaise idée.
Oui, bon, c'est intéressant parce que c'est vraiment pas le discours qu'on a entendu jusqu'à présent. Et effectivement, vu des mesures qui déboulent les unes après les autres. On sent l'inquiétude. Moi, je rejoins Philippe. Quand on fait notre enquête, on sent bien l'inquiétude des chefs d'entreprise. Néanmoins, l'incertitude, elles savent la gérer. Voilà. Oui. Encore une fois. Je module juste. Je suis d'accord sur cette notion de moindre incertitude, on va dire. Si ce n'est quand même, il y a le taux d'épargne qui est quand même un indicateur assez fort, c'est-à-dire en termes de conso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à une population qui est en position un peu écureuil, avec des grosses joues. Non, mais c'est 19% de revenus colossal, c'est vraiment colossal. Et ça veut dire quand même qu'il y a une frilosité. On a le trou dans la TVA qui indique quand même qu'il y a des ruptures dans les usages, dans la consommation et tout ça. Enfin, il se passe des choses en profondeur quand même. Après, le taux d'épargne avait monté avant même la dissolution. Taux d'épargne, mais il ne descend pas. Quoi, voilà. En fait, ça, c'est vrai. On n'arrive pas à le descendre et c'est une grande problématique. Après, sur le budget, évidemment, on est raccord puisque c'est ce que j'énonçais tout à l'heure. Maintenant, il ne faut pas se faire plus peur que d'habitude. Je rappelle, il y a 1 an, on a vécu un pchit en direct. Franchement, avec Barnier. Oui. Donc c'est voilà. Un an jour pour jour. C'était le 4 décembre 2024. L'État s'est pas arrêté. Il y a eu loi spéciale et tout ça. C'est-à-dire que il y a pas la dramaturgie. Là, elle est extrêmement politique. Donc c'est de la mise en scène. On en revient au début de l'émission. C'est la mise en scène. Tout ça est une grande mise en scène. Je dis pas qu'elle est souhaitable. C'est pas mon propos. Je dis juste que l'histoire peut se répéter. Oui. On l'a absorbée et puis voilà. Donc Barnier est parti. Finalement, elle tourne quand même. Bayrou a été nommé à la veille de Noël et puis on est reparti pour un tour et voilà, donc je sais pas, j'allais dire le petit espoir qu'on peut avoir, c'est qu'on sent davantage chez Sébastien Lecornu, qui a vu les 2 grands brûlés avant lui, qui étaient Barnier et Bayrou, se dire je vais essayer de le jouer un peu autrement quand même. Je vais essayer non mais il y a une méthode, une quantité de travail, une méthode de travail, une vélocité de réaction qui n'est pas tout à fait comparable avec les prédécesseurs. La mobilisation physique de Sébastien Lecornu hier, le fait d'aller à l'Assemblée, de se dire ok, j'y vais, je monte sur le ring, je suis là et tout ça. Donc je pense que Sébastien Lecornu a appris des 2 derniers locataires. Et puis il fait peut-être un petit peu de communication politique aussi. Il a bien expliqué de partout qu'il avait annulé tous ses rendez-vous pour faire passer au forceps. C'est une dramaturgie, plus intelligente dans le sens où il y avait un peu une dramaturgie. Alors, je veux dire, le moment le plus dramatique, c'était Bayrou, puisque en dire soit vous me suivez, soit je m'en vais. Attends, voilà, ça a été la conclusion. Ouais. On sent que Sébastien Lecornu est pas dans ce chantage-là. C'est-à-dire que c'est pas un chantage en disant si ça se finit mal, c'est le chantage d'arriver justement à projeter davantage dans le temps. Ouais. Maintenant, on prie d'un budget qui est Frankenstein. Sébastien Lecornu, il a aussi annoncé dans son discours politique général une grande conférence sur le travail, sur les retraites. L'ambition, c'est d'éclairer le débat public avant la présidentielle de 2027, avait-il dit. À quoi elle va servir, cette grande conférence sociale qui s'ouvre aujourd'hui, Philippe Mutrici ? J'ai envie de vous prendre à revers, en fait, parce que quand j'ai vu, effectivement, honnêtement, je n'avais pas fait attention à cette annonce dans le discours de politique générale. Mais quand j'ai vu qu'effectivement, ça ressortait cette semaine, notamment aujourd'hui, je me suis dit, mais finalement, pourquoi est-ce que les partenaires sociaux ne sont pas réunis tout le temps ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on attende que le gouvernement leur dise « Ah bah tiens, ça serait bien que vous puissiez discuter des grands sujets, travail, emploi... » Alors il y a un agenda social entre les partenaires sociaux qui peut se faire sans l'État. Oui, bah heureusement, mais j'espère bien, parce qu'en fait, il y a aussi un peu de scénarisation, c'est là où je veux en venir. Il y a un peu de commedia dell'arte dans tout ça. Et effectivement, c'est très important que les partenaires sociaux se voient, même si, a priori, pareil, quand on regarde les commentateurs, tout le monde dit qu'ils n'ont rien à se dire. Mais c'est pas si sûr. C'est pas si sûr. C'est pour ça que je dis qu'ils devraient se réunir beaucoup plus souvent. Et du chaos peut naître des bonnes surprises. On pourrait avoir très bien des propositions sur la table dans 3 mois après des séances de travail. Alors, il faudrait peut-être que le MEDEF rejoigne à un moment ou un autre, mais peut-être qu'il le fera. Oui. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ni MEDEF, ni Solidaire ne sont présents aujourd'hui. Mais moi, je trouve que c'est bien, c'est sain dans une démocratie. Surtout quand la partie politique est un peu à la dérive, faute de majorité, puis faute de capacité, faute d'apprentissage aussi, on va le dire, dans la culture du compromis. Parce qu'on peut leur jeter la pierre, mais jusqu'à présent, dans la Ve République, le compromis n'était pas ou peu nécessaire. Il était nécessaire à l'intérieur de chaque bloc, mais chaque bloc étant majoritaire, il n'y avait pas de nécessité de faire des compromis avec l'autre bloc. Et donc, face à cette difficulté du monde politique à apprendre les coulisses du parlementarisme, je trouve que c'est plutôt pas mal que les partenaires sociaux se voient, et j'espère qu'il en sortira quelque chose. Bon, quel est le programme et quels sont les enjeux, Anthony Morlet ?
Pas de programme, Il n'y a pas de programme. En tout cas, pas décidé. Alors, on peut se dire que c'est bien parce que le gouvernement n'impose pas sa feuille de route. Donc, ça permet quand même d'avoir au fond un débat assez ouvert. La réalité, c'est qu'on peut craindre qu'il n'y ait pas de cap sur les discussions. Ça, c'est un vrai sujet. Et ma crainte, c'est quand même qu'on discute de sujets certes importants, mais très connexes. On est dans un monde où on nous parle de révolution toute la journée. On doit mettre le paquet sur l'éducation, notamment des jeunes, le matching des compétences, la formation continue pour précisément maintenir les seniors en emploi plus longtemps avec un taux d'emploi plus élevé. Oui. On a des enjeux qui sont juste majeurs. Si on ne met pas le paquet sur la formation, tout pays prospère, mais le paquet sur la formation, ça ne peut pas marcher autrement. Et j'ai très peur que, par exemple, cette thématique qui me semble centrale soit très peu discutée en réalité. Donc on peut se dire que oui, c'est nécessaire que les partenaires sociaux se réunissent et tentent de trouver des compromis, ou en tout cas d'avancer malgré un pouvoir politique balbutiant. Et donc c'est bien d'avoir un objectif, quoi. Discuter, c'est bien, mais néanmoins, on voit quand même bien que ce qui émane même de leur propre discussion n'est quand même passe un peu à côté du sujet. Bon, après, il y a un programme. On dit qu'il n'y a pas de programme. C'est pas vrai. À partir de 10h15, on va vous donner le programme aujourd'hui au CESE. Seront discutées les mutations du monde du travail avec un angle prévention et conditions du travail. Bon, pourquoi pas. Et à 13h30, seront abordés les parcours de progression professionnelle selon l'agenda du ministère du Travail. On parle emploi des jeunes et des seniors. On vient de l'évoquer, et compétences pour réindustrialiser le pays, avant de parler à 15h15 du virage démographique et de la situation du système de retraite. C'est des enjeux importants, tout ça, Ludovic. Oui, et puis l'intervention de Farandou, je crois, en finale, de mémoire. Oui, c'est des enjeux. Alors, je pense que je suis d'accord, hein, je sais pas, surtout que le temps est long, puisque ça nous emmène jusqu'à la présidentielle. Donc, oui. C'est un cheminement. C'est-à-dire, après, c'est un peu comme on est dans une situation, une famille où il y a eu 2 dîners qui se sont mal terminés. La négociation sur les retraites et le conclave. Et là, le gouvernement se dit, bon, on va essayer de rappeler les 2 parties de la famille, on va les asseoir, on va leur apprendre à rediscuter ensemble. Esprit de Noël, es-tu là? Voilà. Et je pense qu'il y a ça. Dans cette logique-là, à mon sens, en tout cas, mais je veux provoquer, je pense qu'il y a une erreur de quart majeure, mais de toute façon, qui les enchaîne depuis des mois et des mois, c'est la prise de position du MEDEF, qui, à mon avis, en communication, est en train de se fourvoyer depuis le début, s'est fait dépasser par une taxe Zuckman, s'est fait partout, ils sont inaudibles. Le MEDEF dit on n'a pas besoin de l'État pour nous imposer un cadre de dialogue. Laissez-nous dialoguer tranquillement. En disant ça, et en exprimant cette position, notamment Patrick Martin, j'allais dire chez nos confrères des Échos, quand on se retrouve dans une interview croisée à 24 heures de l'ouverture de cette conférence, maintenant c'est un dialogue CFDT-CPME. Voilà. Donc du coup, le MEDEF n'est plus là, n'est plus représenté dans ce dialogue-là, pour plein de bonnes raisons ou mauvaises raisons. Je pense qu'eux aussi, pour mon expression de tout à l'heure, font partie aussi des grands brûlés, notamment du conclave. Ils sont repartis du repas de famille avec une certaine acidité et du mal à digérer les choses. Mais la restauration de ce dialogue-là, j'allais dire sous la bienveillance du gouvernement, est importante. C'est-à-dire que si ce dialogue-là n'existe pas de façon formelle et de façon fluide, on le paye très cher. Et on l'a vu ces dernières années. On le paye très cher. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une forme de distance qui soit jouée sur certains dossiers sur lesquels, a posteriori, quand on discute avec les acteurs, que ce soit sur le conclave, notamment sur le conclave, on se dit qu'on a effleuré des sorties possibles. C'est-à-dire vraiment des solutions. On est passé à 2 doigts de la conclusion. Oui. Marie-Lise Léon de la CFDT avait promis un accord et finalement, c'est vrai que c'est le MEDEF, mais c'est surtout l'UIMM qui a fait capoter les discussions dans la dernière ligne droite. J'allais dire, quitte à ce que la France s'autorise à faire des budgets qui ne reflètent rien, laissons les partenaires sociaux faire des accords qui ne reflètent pas grand-chose, mais donnant-leur la possibilité. C'est pas comme si les députés pouvaient être donneurs de leçons sur la capacité à faire un bon budget. Et ça, c'est sûr. C'était mon point, merci. Le MEDEF